Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire de cette édition, au Burkina Faso, un golf écologique qui s'adapte au terrain et aux conditions météo. L'eau étant une denrée rare, les joueurs s'entraînent non pas sur des pelouses arrosées, mais sur de la terre marron. Le nouchi est dans toutes les conversations. Cet argot qui mélange différentes langues parlées en Côte d'Ivoire, français et anglais, est de plus en plus parlé dans le pays. L'engouement est tel que les étrangers et les touristes prennent des cours de nouchi. Pour finir, nous irons à la maison européenne de la photographie rencontrer Zanele Muholi, l'artiste sud-africaine qui documente la vie de la communauté noire LGBTQ+, était de passage à Paris à l'occasion de la toute première rétrospective qui lui est consacrée en France. À Ouagadougou, c'est un terrain de golf unique en son genre. Du sable mélangé avec de l'huile de vidange remplace les pelouses habituellement vertes et soigneusement arrosées. Un terrain de 18 trous qui s'adapte aux conditions climatiques. Voyez plutôt avec Laurent Berstécher. Dans ce paysage désertique en périphérie de la capitale burkinabé, deux silhouettes traînent péniblement leur caddie sous un soleil de plomb. Car c'est ici, au milieu des arbustes et des cailloux, que se dresse le club de golf de Ouagadougou. Un parcours de 18 trous homologué par la Fédération française, dont le green, composé de sable et d'huile, n'a pourtant rien de vert. Le Burkina, c'est un pays où on a besoin de l'eau. Et déjà que le golf, c'est un sport qui est décrit, indiqué, c'est un sport de bourgeois. Donc si on se permet encore de venir verser de l'eau ici pour qu'on va sortir du gazon, je pense qu'on ne va pas nous laisser jouer ici. Pour arroser un terrain de cette taille, il faudrait plus de 5000 mètres cubes d'eau par jour, l'équivalent de la consommation de 12 000 personnes. Impensable donc de jouer sur gazon au Burkina, un pays durement frappé par la sécheresse et où 90% de la population vit de l'agriculture. Les joueurs, eux, semblent satisfaits de cette alternative et s'amusent même du handicap supplémentaire imposé par le terrain. Il y a de ces imprévus-là. Tu peux taper ta balle et puis ça cogne un caillou, ça change carrément la trajectoire de la balle. Mais ça fait partie aussi du jeu. C'est ça aussi qui rend un peu atypique le parcours de Ouagadougou. Le golf est considéré comme l'un des sports les plus polluants au monde, notamment à cause de sa consommation d'eau. Mais à Ouagadougou, ces amoureux du sport montrent qu'il est possible de s'exercer au putting et au drive, tout en restant écolo. Woody signifie garçon, s'enjailler, être content et bara, travail. Voici un petit florilège de nouchi. Né au début des années 80 dans les Gloglo, les quartiers précaires, cet argot abidjanais est désormais utilisé par tous en Côte d'Ivoire, y compris par les personnalités politiques, les artistes et les influenceurs. Même les étrangers s'y mettent. Reportage de nos correspondants Sadia Manjo et Angelo Megno. Ces jeunes du quartier populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, parlent un langage bien à eux. Il s'agit du nouchi, l'argot ivoirien créé dans les années 80, mêlant le français, l'anglais et les langues locales, qu'il renouvelle sans cesse. Le français est un peu compliqué, le français est compliqué un peu. Mais entre nous, ne sommes pas nous là. Ça va vite que le français. Entre nous, on peut créer les mots. Et puis, on peut dire les paroles, entre nous, on peut créer les paroles, et puis ça prend. Le nouchi est utilisé partout, dans la musique, la publicité et chez les influenceurs. Un engouement qui incite étrangers et touristes à s'y mettre aussi. À Abidjan, il est désormais possible de prendre des cours de nouchi. Ça s'écrit S-C-I-E-N-S-E comme science. J'ai plein de nationalités, pas seulement que des Français. Il y a des Belges, des Allemands, des Italiens, des Espagnols qui ont pris des cours avec moi. Des Burkinabés, certaines personnes de l'Afrique francophone aussi. Donc il y a beaucoup d'engouement et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent de jour en jour. L'Institut français de Côte d'Ivoire, chargé de promouvoir la culture française dans le pays, propose depuis 1 an des programmes en nouchi. Nous reconnaissons le nouchi comme une langue à part entière parce que c'est vrai que pendant longtemps, le français académique, le français qu'on appelle de France, a été pensé et puis ensuite perçu comme supérieur aux autres. Et donc pour nous, c'était vraiment important de témoigner et d'assumer cette égalité entre les langues. Aujourd'hui, 4 mots nouchi sont entrés dans le dictionnaire français. Une victoire pour les Ivoiriens, fiers d'influencer la langue française.
Nous sommes à la Maison européenne de la photographie pour rencontrer Zanele Muholi. Elle se sert de son appareil photo pour combattre les préjugés à coups de clichés. Bonjour Zanele Muholi, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous ne voulez pas être définie en tant qu'artiste, vous vous décrivez comme une activiste visuelle. Pourquoi et quel est votre but? Je suis une activiste visuelle. Mon travail me permet de militer pour les droits des personnes LGBTQIA+, et sur la façon de représenter les personnes non binaires. Il y a un besoin de visibilité pour ces personnes dans des espaces comme ce musée. Et je crois personnellement que si une histoire de l'art de la communauté queer n'existe pas, nos histoires ne seront pas racontées dans nos pays respectifs. Car lorsque l'on parle des arts visuels, les gens ne pensent pas toujours au militantisme. Mais mon travail est de nature politique. Et je veux m'assurer que chacun d'entre nous, chaque membre de la communauté dont je fais partie en tant que personne queer, puisse s'exprimer et faire partie de l'histoire de l'art. Donc est-ce que vous voulez mettre la communauté LGBTQ+, et non genrée sous les projecteurs, les rendre visibles? Oui, je veux m'assurer que nous sommes assez visibles. Je ne veux plus d'absence, plus de silence, plus de violation des corps et des espaces queer, notamment dans les musées et les galeries à travers le monde. Je revendique les espaces dont l'accès nous était refusé auparavant, dans lesquels nous n'existions pas. Et je n'arrête pas de dire « aucune histoire de l'art ne peut être écrite dans le monde sans les personnes LGBTQIA+. » Donc, j'ai commencé à constituer des archives des membres de la communauté noire LGBTQIA+, afin de défaire le mythe, comme quoi notre existence n'est pas africaine. C'est ce que racontent les homophobes, les transphobes et les queerphobes sur nous. Désormais, c'est à nous de briller, d'être vus de la manière la plus saine possible. Je pense que c'est le bon moment, parce que depuis trop longtemps, les gens ont été réduits au silence, les gens ont suffoqué dans le secret. Ce n'est pas juste. Je pense que chaque personne doit pouvoir être elle-même. Et lorsqu'on le fait, on doit pouvoir être respecté et reconnu dans chaque domaine. La démocratie a été établie en 1994 en Afrique du Sud avec l'abolition de l'apartheid. La nouvelle constitution, adoptée en 1996, a été la première au monde à interdire toute discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Toutefois, aujourd'hui, certaines personnes sont-elles toujours rejetées, violées ou tuées à cause de leur orientation sexuelle? Il y a un retour de bâton d'une certaine façon. C'est bien d'avoir des lois qui protègent les personnes afin qu'elles puissent s'exprimer. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde les applique. En effet, on observe des violations et des personnes qui doivent quitter leur pays lorsqu'elles s'expriment. Mais je pense qu'avec le temps, petit à petit, nous y arriverons. Cela a pris plus de 200 ans, des décennies, pour mettre fin à l'apartheid. Nous avons la meilleure constitution au monde, oui. Donc on va voir. Le combat continue. Un jour, on y arrivera. Et ce sera réglé le jour où ceux qui sont dans des positions de pouvoir interviendront d'une manière juste et équitable. Je voulais aussi parler de votre travail sur la représentation des femmes noires. Historiquement, elles sont souvent dépeintes dans des poses suggestives, sexuelles ou en tant qu'objets exotiques. Est-ce que vous cherchez aussi à mettre un terme à ces clichés, à ces représentations pleines de préjugés? En tant que corps féminin, je sais à quel point c'est sensible d'occuper un corps féminin. Donc j'espère que l'on va se réapproprier nos propres corps, nous photographier d'une manière juste, d'une manière respectueuse et qui ne nous discrédite pas. Je mets au défi chaque personne qui possède un appareil photo. Exprimez-vous, documentez votre espace intime et assurez-vous que ce n'est pas mal compris lorsque vous le faites, qu'il n'y ait pas de malentendus ou d'excommunication. Je pense que c'est à nous de nous assurer que cela est fait correctement. Je fais ma part des choses. C'est une tâche énorme et personne ne peut l'accomplir seul.
J'essaye de soutenir par tous les moyens ceux qui s'y attellent, les personnes qui veulent devenir photographes ou réalisateurs. J'ai mis en place une bourse pour les soutenir avec différents moyens pour aller plus loin et devenir la prochaine génération de réalisateurs, de photographes et de documentaristes. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Le voyage est plus long que nous. Et nous devons nous assurer de produire des éléments qui vivront au-delà de notre existence. Et vous travaillez aussi sur une série consacrée aux employés domestiques ? Oui, je fais une série sur les travailleurs domestiques que j'ai commencée, car ma mère a travaillé en tant qu'employée de maison pendant plus de 42 ans. Je lui rends hommage avec ce projet. Respecter son travail, ainsi que celui de plusieurs personnes qui se battent pour leurs enfants, qui ont des petits salaires ou des rémunérations très faibles. Donc c'est pour ma mère, avec amour. Je l'honore et je la respecte. Je pense que chaque employé domestique mérite d'être vu et mérite d'être respecté, comme n'importe quelle personne qui accomplit un travail. Quel est votre rêve pour l'avenir ? Je rêve d'une nation arc-en-ciel, où les gens sont libres d'être qui ils veulent, sans aucune persécution, sans être jugés. Je rêve d'un monde dans lequel nous avons des musées qui accueillent les femmes dans chaque pays pour que leur voix soit entendue, sans avoir peur de devoir s'exiler, sans avoir peur d'être réduite au silence. Je crois que l'on peut y arriver si l'on ne fait pas de la question du genre un problème. Ce rêve sera possible lorsque tous les haters et les racistes auront disparu. On pourra alors vivre dans une société bien plus libre. Un monde plus pacifique. Où l'amour et la paix seront partagés par tous, sans tenir compte de la race, de l'âge, la classe sociale et ce que l'on possède de matériel. Merci Zanele Muholi d'avoir été avec nous. Merci. Et c'est ainsi que se termine Afrique Hebdo. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Merci à Armelco et Landry Tchachong pour la réalisation de cette interview. À très vite sur France 24.